Buenas tardes a todos, Bonsoir à bienvenidos a tous, este acto de bienvenue à las cet événement, décimas jornadas comiqueras dixième journée de Madrid la BD à 2015 Madrid en organizadas por 2015, SD y FNAC. organisée par la Llevamos FNAC. unos cuantos Et ça fait días plusieurs années, de plusieurs charlas y aún nos quedan jours aussi que nous todavía avons donc des hasta colloques, domingo. des tables Hoy rondes tenemos jusqu'à la dimanche. suerte de Aujourd'hui, nous contar avons con la tres chance autores d'avoir trois franceses que han auteurs venido français expresamente qui sont para venus esta charla y pour participar vous et pour el cette viernes y table el ronde, pour sábado participer en las aussi sesiones de vendredi et firma que se samedi organizarán aquí aux séances de en signature el FNAC qui seront organisées ici à la FNAC de Callao. Bonsoir, Monsieur Tarquin, Monsieur Mouguer, Monsieur Batin. Bonsoir, bienvenido a Madrid. Nosotros vamos a hacer una muy breve Alors, on va presentación faire de cada une uno de brève ellos. présentation de Espero chacun que los que d'entre estéis eux. aquí J'espère que, conozcáis el j'imagine personaje. que Es posible certains que los d'entre vous les connaissent, en tout cas conozcáis connaissent de les la publicación en personnages, Francia vous o solo de la connaissez peut-être publicación la en publication España. en France ou en Tenemos Espagne. que decir que Il Lances faut dire es que una l'Enfeust, historia que se c'est une publicó histoire qui a été hace publiée, bastantes años. qui El a primer été ciclo, éditée los il y a 8 primeros longtemps. volúmenes, Les se 8 publicó premiers hace volumes ont bastantes été años en España. édités aussi Se il y publicó a por la quelques editorial années Devil en y Espagne. posteriormente por la editorial Aujourd'hui Planeta. par Ahora, la maison d'édition Guillermo Planeta. Ediciones Aujourd'hui, c'est Guillermo recupera Ediciones qui la récupère publicación l'édition del universo de de Troy. l'univers, Hasta el le momento ha monde de publicado Troy. estos 4 volúmenes que tenéis aquí, Jusqu'à aujourd'hui, que ce son sont los que ces veis en 4 esta imagen que BD tenéis qui ont en la été pantalla. donc Estos édités 4 ici. volúmenes, Vous 3 les voyez ici sur corresponden l'écran. a series Ce paralelas sont des séries de parallèles la série de la principal. série principale. Y el que estamos presentando hoy, Ce que que nous es présentons Lances aujourd'hui, c'est de las estrellas, l'Enfeust que des corresponde étoiles, al qui segundo correspond ciclo. au deuxième cycle. Todas las obras Toutes les esta œuvres saga de cette Lances saga de son l'Enfeust guionizadas por sont Monsieur scénarisées Ariston. par M. Y Rolston, pardon. tenemos que decir que Et il faut dire cuando hablamos de universo, que hay quand que on parle decir d'un que es univers, il faut dire donc universo de que verdad. c'est un Hay más univers, de c'est 50 un vrai volúmenes univers. publicados. Plus de 50 Para que volumes qui ont été nos situemos publiés. donde estamos, Et pour que vous Lances situiez un de peu mieux, Troy l'Enfeust de es Troie, el primer ciclo de le 8 premier cycle volúmenes, de 8 se volumes publicó a en été España édité en Espagne hace unos años, ya il y a está quelques années. digamos descatalogado. Y la editorial la maison d'édition Guillermo qui récupère ha l'édition en decidido Espagne a empezar por décidé de el segundo commencer ciclo, que es par le Lances de deuxième las cycle qui est Estrellas. l'Enfeust des étoiles. Esperamos, y Nous esto es una espérons, pregunta que ya la c'est contesto une yo, question que à si laquelle je réponds, digamos, nous espérons que los aficionados acompañan en las ventas les amateurs de digamos, los BD números que se vayan qui vont publicando, accompagner la intención de la editorial es les acabar ventes, publicando et bien si ça todo marche, l'universo l'idée de la Troy. maison d'édition est de Por lo continuer tanto, lo que à estamos éditer viendo publicado cette collection. aquí en el Fran Alors, Callaos, el ici, primer ciclo de Lances de las Estrellas, que on parle du comprende premier los 4 cycle, primeros donc les 4 volúmenes, y está premiers previsto en volumes. los próximos Il meses est que salga el prévu segundo lors des integrado. prochains mois que Que ce sepáis soit, que en que tout soit Francia publié. ya En France, se ha publicado el séptimo volumen c'est del le tercer 7e ciclo, volume que du 3e corresponde cycle al qui a número déjà été 23 édité. Donc de ça fait toda la 23 colección. déjà, on est au 23e numéro de toute la collection. Cumplió L'Enfeust a el año donc pasado déjà 20 años ya de 20 ans, publicación depuis en l'année Francia. dernière. Y a partir Et à del éxito de los partir primeros du succès números des premiers surgió numéros, eh una bien, il y a eu colección une con, collection qui a digamos, été con créée personajes avec des que personnages aparecen qui apparaissent dans la première série, colección la première collection principal, que es la colección qui Trolls est de la Troy. collection En realidad Trolls no de son Troie. los mismos personajes, sino que están Ces ambientados personnages en el universo sont dans l'univers de Trolls, de Troie, que dans sucede l'univers des 200 Trolls, años 200 antes que ans la serie principal, avant la y série que sepáis principale. que en estos Et, momentos hay publicados más de 20, il y más a de 20 plus números. de 20 Y numéros además qui ont en été paralelo se han publiés. Et en publicado historias parallèle, cortas de des varias histoires series courtes ont été marcadas dentro de lo publiées, que se qui conoce sont como leyendas de Troy, dans les o como légendes de los conquistadores Troie, de Troy, o los les gnomos de conquérants de Troy, Troie, que les gnomes de hay Troie. numerosas Il y a donc de publicaciones nombreuses alrededor, publications pero tout recordemos que la autour serie de cet principal es univers. La Lances de série Troy y principale las est series l'Enfeust de secundarias Troie et Trolls de la, Troy con celle qui el est resto, plus digamos, de secondaire, historias celle que l'on vient paralelas. de nommer. Hoy contamos con Alors, tres aujourd'hui, dibujantes. nous avons donc 3 dessinateurs. Monsieur Didier Monsieur Tarquin es Didier el Tarquin, dibujante de la serie principal. qui dessine dans la série Este es el principale, cómic que estamos presentando, publicado por Guillermo Editorial, qui a été donc que salió publié, hace qui a été édité escasamente par una semana Guillermo en España, depuis y quelques que jours, cuenta con qui est sorti depuis quelques jours en Espagne. el trabajo de colorista de Monsieur Et Claude Guth. il y a aussi Contamos Monsieur con Claude el Guth, invitado también qui est invité las aujourd'hui, jornadas. le coloriste. Muchas gracias por venir también Merci a las beaucoup jornadas. d'être là avec nous El aujourd'hui. señor Claude Guth es colorista de toda la Il serie est coloriste de toute la série, de donc il faut le dire de ha colaborado, l'Enfeust. digamos, Il a también desde vraiment el collaboré principio depuis le début
en el proyecto. du projet. Aquí tenéis imágenes que luego las Vous iremos avez pasando des mientras images hablamos. aussi devant vous, Monsieur on Mourier en montrera es quelques-unes. el Monsieur dibujante Jean-Louis Mourier, principal le dessinateur de Trolls de principal Troy. de También Trolls en de España Troie. se pudo En ver Espagne, on publicado a los 4 vu, primeros volúmenes. on a publié les 4 premiers También es volumes. un C'est cómic aussi, ya descatalogado, c'est aussi une BD qui est décataloguée. Et l'intention de la maison d'édition est de récupérer la publication de Trolls de Troie en Espagne depuis le début. Donc actuellement, il y a 20 titres. Vous avez ici les couvertures qui sont vraiment magnifiques. Il y a donc au moins 20 titres qui ont été publiés en France. Donc ça a commencé en 1997, cette collection. Donc on voulait inviter M. Mourier à célébrer les 20 ans avec nous. En 2017, on voudrait qu'il vienne aussi. C'est une bonne opportunité de célébrer le 20e anniversaire. En Espagne, donc Trolls de Troie va être publié. Enfin, nous avons M. Vatine, Olivier Vatine. C'est la deuxième fois qu'il est avec nous ici à la FNAC. C'est le dessinateur principal de cette série parallèle, le Sexy de Troie, qui explique une histoire, une espèce de spin-off de la saga principale du premier scénario. C'est le 7e volume de la saga principale et ça fait déjà plus d'un an qu'il est sorti en Espagne. Nous avons aussi des images de quelques planches. On peut les lire de manière aussi indépendante comme les deux autres albums qui sont déjà publiés en Espagne. Il faut dire aussi que depuis une semaine, il a publié ici en Espagne York, que vous voyez ici. C'est une adaptation d'une histoire classique de science-fiction, du livre classique de Stephen Bush. Et il a été publié, donc l'intégrale a été publiée depuis une semaine. Et on célèbre aussi, parce que pour nous c'est une vraie occasion, c'est une vraie chance d'avoir l'auteur avec nous, pour qu'il signe aussi des dédicaces. Et depuis une semaine, en Espagne, nous avons récupéré l'intégrale de Aquablue. Donc la maison d'édition Guillermo a édité vraiment de façon très importante l'œuvre de cet auteur. Donc je vais vous montrer des images sur l'écran qui vont défiler pendant la soirée, mais je voulais d'abord commencer par demander aux auteurs la chose suivante. Monsieur Tarquin, la BD qui a été publiée en Espagne, c'est le deuxième. Mais ce que je voulais vous demander, c'est par rapport aux amateurs espagnols qui ont lu le premier, quelle différence ils vont trouver par rapport au premier? C'est un changement de cadre. Oui. C'est-à-dire que la première série, les 8 premiers albums, l'Enfeuse de Troie, ça se passe sur l'univers de Troie, ça définit qui est l'Enfeust et l'univers du monde de Troie. Évidemment, tout ça se passe avec une histoire de magie, de pouvoir. Oui. Une fois l'histoire terminée, l'Enfeust change de cadre et ensuite part dans les étoiles. En fait, ça permet de resituer le monde de Troie dans l'univers. En gros, si la première saga explique qui est l'Enfeust, la deuxième saga explique pourquoi il est comme ça. Voilà. Il y a un mélange par rapport au premier cycle, il y a un mélange de science-fiction. Ah oui, oui, complètement. De toute façon, il faut rester un petit peu... Il y a toujours la touche d'Heroic Fantasy, plus le côté science-fiction, mais de toute façon, si on parle de fantasy, d'Heroic Fantasy, ça se passe sur une planète. À partir du moment où on élargit le cadre, on se rend compte que c'est une planète avec un système solaire, éventuellement d'autres planètes qui sont elles aussi Heroic Fantasy ou science-fiction. Enfin, il suffit de regarder Star Wars. On a des planètes très technologiques et des planètes qui sont quasiment Heroic Fantasy. Et même comme ça, l'esthétique du dessin tente de ne pas être agressive avec l'image de l'environnement fantastique, d'une histoire de fantastique héroïque. Ben, là, je suis une partition qui est le scénario écrit par Arleston.
Donc il n'a jamais été très féru de ce qu'il appelle la hard science. Il préfère une science-fiction avec une technologie beaucoup plus douce. Donc moi, je dessine cette partition, ce scénario. Il y a de nouveaux personnages aussi, et en particulier des personnages qui maintiennent une tension sexuelle. Toujours. C'est le problème de l'Enfeust. Il est toujours face à... il a déjà du mal avec une fille et on lui en met toujours 2 ou 3 dans les bras. Esta historia empieza precisamente con Lanfeust buscando la aventura. La clave del éxito de Lanfeust es precisamente esa continua aventura de todas las páginas, una mezcla de sensualidad y también de humor. Et aussi d'humour, non? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, le problème avec Lanfeust, c'est que c'est un personnage qui a des super pouvoirs. C'est le problème qu'on a aussi avec Superman. Quand on a des pouvoirs trop forts, il n'y a plus d'histoire possible. Donc il faut constamment diminuer ses pouvoirs et lui rapporter d'autres problèmes qui sont souvent des problèmes liés à l'humain. Donc des filles. Ah, está bien, está bien. C'est bien. Il y a aussi un contraste avec l'amitié avec un troll. Oui, c'est son Obélix à lui, on va dire. C'est un élément important, Moebius. Mais pour les trolls, il faut en parler avec Jean-Louis, qui est le spécialiste des trolls. En Trolls de Troy, creamos una nueva familia de personajes. Porque la historia sucede 200 años antes que la historia principal. Y digamos, no hay esclavitud con la historia principal. Par rapport à la histoire principale, tu as la liberté, tu as toute la liberté. Ah oui, on a une liberté totale. Parce que là, sur les trolls, c'est vraiment le monde de Troie vu par les trolls. Les humains, c'est la nourriture, quoi. Donc, tout cet univers est vu par ces gens simples, en fait, qui sont toujours heureux, qui chassent, qui mangent, ¿Dónde está el conflicto, por ejemplo, où se trouve le conflit qu'avait Lanfeust, par exemple, lui, tout à l'heure? Où se trouve le conflit? Ah bah il y a une humaine au milieu quand même. Il y a Yawa, une humaine qui a été élevée chez les trolls, qui se considère comme une troll. Et donc c'est un petit peu ce rapport d'humaine qui se pense troll par rapport à tous ces trolls, par rapport aux humains, qui elle considère aussi comme de la nourriture. C'est... la série de Trolls Dans la série de Trolls de Troie, le numéro 20 qui vient de sortir ou... Oui, je suis sur le 21, donc c'est le 20 qui est sorti. ¿Y también los ciclos argumentales son de 8 números? C'est aussi 8 numéros? Non, les Trolls, en fait, la première histoire, c'est en 4 albums. C'était un peu pour mettre en place ce petit univers troll, présenter les personnages. Et après, c'est des one-shots ou des histoires en un album ou 2, maximum. Je ne voulais pas faire, et Harleston non plus, de grandes quêtes à rallonge. Les trolls, c'est plus un prétexte à situation marrante, un jeu de mots. Il n'y a pas besoin de sortir une méga aventure interminable. Claro. En España se ha publicado l'intégrale de los 4 premiers numéros de Trolls a été publié. Je ne sais pas si vous étiez déjà venu en Espagne. Non, c'est la première fois, c'est une première. En Francia, Lanfeust est très très célèbre. C'est un univers que vous avez créé de zéro. En Espagne, le titre d'aujourd'hui était que c'était une invasion, l'invasion de l'univers de Troie. Quelles sont les armes que vous allez utiliser pour envahir les amateurs de BD en Espagne? Massue, dents de troll, je ne sais pas. Non, en fait, c'est vrai que dès qu'on débarque avec un univers comme ça, qui est enrichi par plein de séries, en plus, chaque récit, c'est une période différente du monde de Troie. C'est vrai que ça fait un bon gros bloc qui arrive d'un coup. Ça met tout de suite un univers très très riche, quoi.
Et par exemple, vous pourriez décider ou recommander à l'éditeur un ordre de publication. Je crois que dans les sagas de Lanfeust, il y a une évolution du style également. À quel niveau? Au niveau graphisme? Le graphisme, ça, de toute façon, il y a toujours une évolution graphique pour n'importe quel dessinateur. Surtout pour une série qui se fait depuis autant d'années. C'est impossible de garder la même technique, sauf pour des types de BD genre RG, très maîtrisés. Moi, il n'y a pas ce souci de maîtriser une technique. Moi, il y a juste le souci de m'amuser. Donc, Lanfeust, graphiquement, a évolué autant que moi, en tant que personne, j'ai évolué. Voilà. Après, c'est pas un désir d'aller dans une direction. C'est juste un désir de suivre Lanfeust. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour le scénariste. Hein. Dans le cas de Trolls, ça serait intéressant aussi de commencer avec un numéro qui ne soit pas le premier, par exemple. C'est des histoires un petit peu indépendantes, mais c'est vrai que le fait déjà que les 4 premiers soient publiés, moi je trouve ça une bonne chose, parce que ça met en place bien les personnages, qui évoluent quand même lentement dans la série, mais on ne va pas les faire vieillir, on en fait un peu comme Astérix, quoi. Mais ça met bien en place quand même cet univers, quoi. Quand d'autres dessinateurs interviennent dans cet univers, il y a un style que vous leur marquez ou pas? Non, on a laissé une totale liberté à tous les dessinateurs qui sont intervenus sur le monde de Troyes. Puisque de toute façon, le leitmotiv d'un dessinateur sur le monde de Troyes, c'est de s'amuser. À partir du moment où on va commencer à dire, écoute, tu vas t'amuser, mais entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est plus possible. Donc, non. Et il y a un chef d'orchestre, en fait, qui est Arleston. Et après, chacun joue cette partition comme il veut. Olivier Vatine a fait le Sixi de Troyes à sa manière. Un autre dessinateur l'aurait fait différemment. Ce qu'il faut, c'est juste que la Sixi reste juste, c'est tout. Même les trolls, par rapport à Ebus, le troll tétrame de ma série, est bien différent. Chacun a une façon de dessiner le troll sur les mêmes descriptions d'Arleston. Chacun son style, et ça enrichit beaucoup la série, quoi. C'est vrai? Si, c'est vrai. Oui. Absolument. Oui, moi j'avais été invité au départ pour faire un Légende de Troyes. Et j'avais discuté avec Christophe qui m'avait dit, voilà, s'il y a un thème qui te plaît, je peux écrire quelque chose autour. Ou bien il y a cette histoire qu'on a laissé un peu de côté avec Sixi, entre le tome 6 et le tome 7, je crois. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Où je sais que Christophe se l'a gardé sous le coude pour la dessiner un jour, et puis ça traînait. Donc Didier était assez cool pour me laisser dessiner cet épisode. Donc après voilà, oui, il n'y a pas eu de pression graphique et tout. Moi c'est un univers que j'aime bien. Je m'y suis coulé assez facilement. C'était voilà, Sixi et sexy. C'était Bueno, la protagonista es la Sixi y no sé si el tono digamos, sensual y erótico sensuel et érotique, es el nivel digamos, de la série niveau de la série ou un peu plus. Oui, je pense que c'est monté parce que Christophe a créé des personnages originaux. Surtout dans le premier tome, qui est l'équipage d'une galère avec plein de jolies nanas, où Sixi se retrouve. Sixi est esclave au début de l'histoire et se retrouve délivrée et fait partie de cet équipage. Voilà, donc oui, les filles sont sexy, un petit peu des mœurs, un petit peu homosexuelles sur les bords et tout. Ça, voilà, ça donne deux, trois scènes sympas, mais bon, c'est pas... avant tout, c'est de l'aventure. Tu connaissais le scénario entier de l'histoire?
Alors, au départ, ça devait être un gros bouquin de 70 pages. Et puis, finalement, on s'est dit, Christophe, en cours de route, s'est dit que peut-être ce serait bien d'avoir 15-20 pages de plus pour développer. Donc, on en a fait 2. Et au milieu du tome 2, il m'appelait en disant, j'ai plein d'autres idées maintenant pour nourrir éventuellement un 3e. Et moi, j'ai botté en touche parce que j'étais engagé sur d'autres projets. Et on a décidé de... Enfin, j'ai dit, moi, je veux bien faire le storyboard. Et c'est Adrien Floch qui a dessiné le tome 3. Voilà. Comme Adrien avait venu conclure son cycle, le premier cycle d'Ithac, et que je l'avais rencontré, je savais qu'il était fan d'Aqua-Blue, tout ça, ils ont un peu la même famille graphique, donc c'était parfait pour terminer le tome 3. Bueno, la protagonista tiene una forma de ser muy libertina. Une manière d'être très libertine, mais dans cette histoire en particulier, il y a un moment de conflit intéressant. Elle tombe enceinte et elle pense à avorter. Je ne sais pas si ça pourrait créer un conflit avec les amateurs de BD, les lecteurs. Finalement, il est très bien résolu ce conflit, mais est-ce que ça pourrait provoquer une situation compliquée avec les fans de la série? En fait, j'ai du mal entre l'espagnol et la traduction. Non, je pense pas. Vous en pensez quoi, vous? Non, c'est des questions qu'on ne se pose pas du tout et qu'on ne se posera jamais. C'est impossible, je pense, de faire une série comme l'Enfeust, ou les Trolls, ou Sixy, ou Le Monde de Troie, en pensant au public. En fait, quand on crée ce genre de bande dessinée, les premiers à qui on pense, c'est nous. C'est très égoïste. Le truc, c'est de jouer, de s'amuser, de se faire plaisir. Je pense que c'est le moyen d'être sincère, en fait. Si nous sommes les premiers à nous amuser, c'est que quelque part, il se passe quelque chose. Donc, difficile de se dire, je m'amuse, alors qu'en fait, non. Là, bon, on prend notre plaisir. Après, le moment où on pense éventuellement au lecteur, c'est juste à comment on peut transmettre ça. Là, on rentre dans la technique, qui est la narration, les cadrages, toutes ces choses-là. Après, pour ce qui est de la morale, pour revenir aux histoires d'avortement, alors ça, vraiment pas. On a des anthropophages, avec les trolls, par exemple, et puis il y a des tas de trucs... bien crado qu'on a mis dans l'Enfeust. Et en plus, ça ne nous a pas empêché d'avoir des prix genre 9-12 ans à Angoulême. Donc non, on ne se pose pas tant de questions. Et je pense que ça serait... parler de sexualité et tout ça, ce serait castrateur, je pense, de faire ça. Je vous demande ça parce qu'en Espagne, il y a des bandes dessinées de 25 épisodes de l'Enfeust. Et bon, il y a le public qui est plus jeune. Je ne sais pas si c'est vraiment les lecteurs de la bande dessinée. Un enfant qui suit la série de télévision ne va peut-être pas être lectrice de la BD qu'on vient de publier. Bien sûr, mais on ne va pas du tout se poser ce genre de questions. Tu parles de la série animée télé. Je prie souvent, on m'a souvent... Je te parle en Espagne, c'est en 2015, ça sort en 2015. La série télé? La série en la télévision. Ouais. Oui, mais il faut faire une distinction entre les deux choses. Moi, quand j'avais une quinzaine d'années, je regardais à la télévision des dessins animés des studios Ghibli sur Sherlock Holmes. C'est extrêmement différent de ce qu'a écrit Arthur Conan Doyle. Parce que Sherlock Holmes dans les romans est misogyne, toxico. Est-ce que ça m'a empêché d'aimer le dessin animé? Non. Et est-ce qu'après j'ai pu voir les films ou les romans éventuellement? Non, ça pose pas de souci. Je pense que ce sont deux choses différentes, deux choses distinctes. Et après, je pense que les gens sont assez intelligents pour voir les choses, pour voir finalement où ils mettent les pieds. En plus, j'ai envie de dire, la bande dessinée jouit d'un avantage, c'est qu'avant d'acheter un album de BD, généralement, on le feuillette. Et on voit tout de suite un peu l'ambiance, s'il y a une tension, s'il y a quelque chose qui est du domaine du regardable ou pas. Donc finalement, les premiers censeurs là-dedans,
Ce sont les parents. Parce que si les enfants doivent lire la bande dessinée, ça sera d'abord acheté par les parents. C'est eux qui ont l'argent. Donc il n'y a pas de souci. Après, j'ai envie de dire, il ne faut pas infantiliser non plus les gens. Ils sont responsables, ils sont censés l'être en tout cas. Donc il faut se remettre à eux. Mais c'est vrai que dans l'univers, il y a des numéros qui sont plus consacrés que d'autres aux enfants, qui sont un peu plus prêts pour les enfants. Peut-être plus dans les trolls, parce qu'on fait un peu tourner les personnages principaux. Il y a les deux enfants, Tinette et Nyon Pomme, les deux petits trolls, qui plaisent beaucoup plus aux enfants, c'est sûr. Donc on a l'impression qu'ils sont c'est des albums plus pour les enfants, mais non en fait, c'est pas spécialement quoi. Il y a pas c'est peut-être les trolls dans les séries du Monde de 3 où il y a le plus jeune lectorat, ouais. Moi j'ai des gamins de 7-8 ans qui disent les trolls, alors que ça peut être ultra violent quoi. Yeah. Et ça passe très bien, c'est désamorcé par l'humour. Ça gêne pas les parents apparemment quoi. Vous avez développé aussi des produits parallèles, des jeux de rôle, une encyclopédie, un bestiaire. Quoi d'autre? Des séries. Oui, non, il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai. Mais quand on a une série qui marche, même plusieurs séries qui marchent, on a la chance d'être plus écouté. Donc quand on a des envies, comme par exemple faire un bestiaire, on sait que l'éditeur va dire oui. Donc on le fait. Quand on a envie de faire une histoire avec Sixi sur plusieurs albums, on sait que l'éditeur va dire oui, sauf quand c'est Mathilde qui le dessine. Donc oui, donc on en profite. La récré peut durer éternellement comme ça, tant que ça marche. Vous avez créé un univers qui est devenu un classique moderne, mais aussi ça a provoqué, ça a entraîné qu'il y ait d'autres auteurs qui... Est-ce que vous pensez que ça peut il va y en avoir trop sur le marché, ce type de BD? Moi personnellement oui. Je pense que trop de monde de 3 peut tuer le monde de 3, mais c'est vrai pour tout ça. Je pense qu'il faut trouver le juste dosage. C'est, je pense pour ça d'ailleurs qu'ils ont freiné ensuite. Ouais, ça s'est calmé. Hein. Bien sûr, il ne faut pas dire oui, bon, allez, on en balance 200 et ça va le faire. Non. Et puis, je pense aussi, puisque tout ça sort d'un seul cerveau, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de mûrir une idée. Et ça veut dire aussi que faire 50 albums du Monde de 3 par an, c'est pas possible de faire de la qualité. Et ça, le lecteur le sentirait. Dans le cas de l'Enfeust, les étoiles de l'Enfeust, il y a un nouveau cycle qui est l'Enfeust Odyssée. Vous travaillez sur le 8e volume, c'est ça? C'est ça, oui. Je ne sais pas si vous pensez déjà à un 4e cycle. Ça sera un autre pas en avant. Non, c'est trop loin pour l'instant. De moment. Pour l'instant, vous travaillez donc... vous commencez à dessiner le 8e, c'est ça? J'ai déjà du scénario. Je travaille sur d'autres choses en ce moment. Mais oui, j'ai déjà du scénario. C'est quelque chose là que je vais devoir faire de manière assez vite, quoi. Vous publiez un numéro tous les 10-11 mois, c'est ça à peu près? Il sort un album par an. Et c'est toujours plus ou moins, on va dire, dans la période des fêtes de Noël. Ah. Je pensais que c'était surtout avec... Non, il y a eu une fois, une année, il y a eu un album qui a été reporté. Il y a eu une tentative, puis ça n'a pas été une bonne chose pour les chiffres. Donc on est revenu au calendrier initial. Les dates sont différentes pour chacun? Moi, en général, ça sortait plutôt au printemps, début été. Ce qui était pas mal finalement en France parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties à ce moment-là, donc je me retrouvais premier dans les ventes miraculeusement, quoi. Et de temps en temps, je fais 2 albums par an, ça m'arrive.
pas tout le temps parce que c'est très fatigant, quoi. Et là, je vais essayer un peu de faire 3 albums en 4 ans, quoi. ¿Hacéis lápiz y tinta? Et vous faites avec de l'encre et du crayon? Au début, moi, les trolls, c'était traditionnel, au pinceau, encre de Chine, papier. Et au milieu d'un album, je suis passé sur la tablette Cintiq, à l'informatique, personne n'a rien vu. Donc c'est un autre plaisir de dessin. Ça prend autant de temps, ça fait pas gagner du temps. Mais c'est une autre approche qui permet un peu le repentir de l'ordinateur. On peut revenir en arrière, on peut déplacer un décor par rapport à un personnage. Moi, ça me permet d'écrire des que je faisais pas finalement, quoi. Et ça évite aussi les scans, plein de choses techniques qui faisaient perdre un petit peu le trait, une qualité au trait, quoi. La relation con el colorista, le rapport avec le coloriste, comment ça se passe? Vous lui donnez du travail peu à peu pour pas qu'il ait... Le coloriste, un peu, il a suivi mon truc, hein, c'est qu'il était traditionnel au départ, et puis pas longtemps après, il est passé sur ordinateur. Mais aussi pour une nouvelle recherche, pour un plaisir de dessin, quoi. C'est une autre sorte de patouille, quoi, une autre sorte de... J'ai eu 4 coloristes différents sur l'Enfeust. Donc à chaque fois, ce sont des personnalités différentes. Les techniques, des fois, il y a des variations. Donc il faut respecter ça. Et puis il faut faire confiance aussi. Sinon, autant le faire soi-même. À quel point vous participez à la sélection de l'équipe de dessinateurs, des histoires, des légendes, la conquête, les conquérants de Troie? Ah non, nous, chacun sur sa série, en fait. C'est Arleson qui décide s'il veut développer une autre série, qui va prendre comme dessinateur. On n'a pas grand-chose à dire dessus, quoi. Ce qui est normal. Puis dessiner, ça prend une énergie énorme. C'est pas pour rien si on fait un album par an. Si c'était possible, on en ferait 4, on en ferait 5. Quand on fait un album par an, c'est un vrai marathon. Et c'est vrai que du coup, s'occuper des autres séries, non. En plus, nous sommes dessinateurs, pas scénaristes. Je pense que ce serait pas une bonne chose. On finirait de toute façon par aller au conflit aussi, parce que je pense que ce qui compte, c'est sur l'Enfeust, c'est la complicité qu'il y a entre le scénariste et moi-même, sur les trolls, entre le scénariste et Jean-Louis, avec Sixi de Troyes, c'était avec Olivier, et ce sont des complicités différentes. Elles fonctionnent différemment. Donc s'il devait y avoir une tierce personne au milieu, c'est sûr, ça irait au conflit. Voilà. Vous habitez tous dans des villes différentes. Ouais. Lui à côté de Aix, moi je suis à Marseille. Et toi, et Montpellier. Voilà, pas très éloigné en même temps. Non, c'est pas loin, mais maintenant avec les techniques ordinateur, avec Skype, on peut travailler partout. Hein, il y a Claude Guth qui fait les couleurs des trolls, il est en Alsace, à Molsheim, à côté de Strasbourg. Tous les jours on se Skype, on se voit, on se parle, quoi. Donc c'est plus un problème maintenant la distance, quoi. Je voulais vous demander comment ont été pensées les histoires des légendes. Ce que fait le scénariste, c'est d'exploiter le temps et expliquer pendant 4000 ans ce qui se passe dans cet univers, dans ces villes. Donc il peut situer les personnages dans différentes époques durant ces 4000 ans, c'est ça? En gros, il joue à Dieu, hein, c'est ça. Il crée son propre univers, enfin il a toute liberté, c'est Dieu. Oui, mais il peut y avoir un conflit de saturation peut-être. Est-ce que vous pourriez vous-même être en compétition? Non, il n'y a pas de compétition du tout là. Non, ça marche pas du tout comme ça.
quand Arleston a demandé à faire, s'il pouvait faire les trolls, j'aurais pu dire non et garder tout ça pour moi, le monde de Troie. C'est tellement riche. J'ai dit oui, vas-y, fais-toi plaisir. Puis il y avait Jean-Louis. Jean-Louis est un très très bon dessinateur. Et on le sait, parce que maintenant, tout ça a duré une vingtaine d'années, on sait que le succès des trolls a permis aussi le succès de l'Enfeust, et inversement. On y a gagné. Il y a une petite partie, enfin une belle partie de lectorat commun, et après on a chacun nos lecteurs aussi, par rapport à l'univers, par rapport à nos séries. Donc ça brasse beaucoup plus large, ça fait plus de monde sur le monde de Troie. Claro, c'est ça. Un moment important de l'histoire de l'Enfeust a été l'exposition hommage à Angoulême. Comment on vous a proposé le projet et comment vous avez travaillé sur cette exposition? C'est une grande exposition. Comment on nous l'a proposé? Simplement, on se retrouvait avec... voilà, un jour, à l'époque c'était Mourad Boudjela, l'éditeur, le patron de Soleil. Il nous a dit, voilà, il va y avoir ça. Voilà. Et puis, après, on a proposé des idées. Et puis c'est comme toujours, il y a un projet au départ, et puis après ça se réduit comme une peau de chagrin avec l'histoire du budget. Il faut très vite définir les choses qui ne devront pas bouger. Mais par exemple, c'est impressionnant de voir un troll en vrai. Ah, le grand troll de 2,40 m, c'était pas mal ça déjà, oui. C'est vrai que c'était une belle bête. Non, c'était bien, c'était bien, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un parc d'attractions. Ouais, c'est clair. Mais ce qu'il y a de bien dans ces projets d'exposition à Angoulême, il y a beaucoup de bénévoles qui font plein de décors, plein de petits objets. J'ai vu pas par rapport aux trolls, il y avait du mobilier troll, des choses comme ça. Il y avait des petites bêtes du bestiaire qui avaient été refaites, que ce soit de moi ou de Didier. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Il y avait un truc interactif, il y avait des jeux, il y avait le pétor, ton pétor là, qui était magnifique aussi. Là. Ils avaient fait un demi-pétor énorme, une espèce de mammouth sans trompe. Et c'était. Il y a un beau boulot autour en fait de préparation. Quoi. Troll, le personnage est un personnage important parce qu'il y a beaucoup de surréalisme et d'humour. Et une partie du succès de l'Enfeust vient du groupe de personnages secondaires, non? Et aussi les mauvais, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les mauvais sont toujours les plus importants de toute façon. Les plus charismatiques aussi. Et ce sont ceux qui déclenchent l'histoire. Et ils sont indispensables. Après, c'est sûr que tout ça, ça fait une galerie de personnages qui tournent autour du héros, qui est l'Enfeust en l'occurrence. Mais oui, c'est ça pour la plupart de façon des séries. Là en ce moment, on voit au cinéma, on a beaucoup de films autour des univers Marvel. Ça tourne toujours autour du méchant. Toujours, c'est toujours comme ça. Claro. Dans le cas de Trolls, le mauvais? Ah ben les mauvais, ils changent un peu à chaque histoire, les mauvais. Il y a un méchant principal, c'est le vénérable Rista Fukatu, qui est le grand chef du conservatoire d'Ekmuld, enfin élu pour l'instant. Oui. Et on le voit de temps en temps, mais il n'est pas toujours présent. Après, chaque histoire, c'est un peu comme Astérix, où on balade de coin en coin, avec les petits qui se font enlever, il faut les chercher, avec une mini-quête à chaque fois, quoi. Et les méchants qui changent, on les fait changer parce qu'en général ils se font manger à la fin. Quoi. Claro. Depuis tant d'années, est-ce que vous avez fait aussi des différents hommages? Je ne sais pas si vous avez me parler de quelques exemples d'une histoire qui fasse référence à un personnage, à un livre ou qui est connu. Des références qui seraient dans nos albums? Oui. Il y en a plein, il y en a partout, mais c'est des références, beaucoup de références de cinéma, de pub,
de bande dessinée aussi, il y a quelques trucs, quelques clins d'œil, quoi. Enfin, moi j'avais fait, il y avait justement pour encore Astérix, c'est vrai que Troll c'est très inspiré finalement dans l'univers, mais c'est il traverse la mer, on croise les pirates d'Astérix, ils coulent le bateau, ce genre de choses, quoi. Et il y a énormément de clins d'œil cinématographiques, de caricatures, de situations. Une pellicula, les personnages de Spirou aussi qui sont là. Quand on met comme ça des références, il faut que ça puisse y trouver sa place. C'est pour ça que dans une série plus humoristique comme les Trolls, ça a plus sa place. Après, quand on est dans de l'aventure, on va dire une aventure plus présente, c'est plus difficile. On risque d'abîmer l'intrigue en y mettant trop de références à d'autres choses. Pardon, excusez-moi. Donc je disais, oui, c'est difficile dans une aventure de mettre de la référence à d'autres choses. Ça peut parasiter l'intrigue. Mais ça n'empêche qu'on a toujours envie d'y mettre des petites choses, des petits détails, des petites références. Donc sur l'Enfeust, ça prend plus l'apparence d'un jeu. Il y a des choses cachées comme ça dans les pages. Voilà. Donc souvent, il faut aller chercher dans les recoins d'un décor, mettre le livre à l'envers et y voir des petites choses cachées. Il était arrivé dans l'Enfeust quand même, Charleston change une bonne partie de scénario pour placer un jeu de mots. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez l'avantage d'utiliser les réseaux sociaux pour interagir pendant l'année avec les lecteurs. Ça facilite aussi ce type de clin d'œil? Je suis même pas dessus, moi. Non, l'Enfeust. L'Enfeust. Ah, oui, je sais pas. Mais vraiment. Moi, je n'agis pas du tout par rapport à ma série sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère. J'ai envie de dire qu'il y a un réseau social sur le monde de Troll et l'Enfeust, mais celui que j'arrive moi à toucher, c'est celui qui est lié au l'Enfeust Mag. Là, oui, on peut parler d'une sorte de réseau social dans le sens où il y a des lecteurs, des courriers des lecteurs, il y a toute une compagnie là-dessus, il y a toute voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités de retravailler dans l'univers de Troyes? Est-ce que vous avez cette possibilité? J'en sais rien, t'en penses quoi? Non, je crois que ça va être compliqué parce que depuis que Mourad Boudjelal a revendu sa société aux éditions Delcourt, ce n'est pas mon intention d'aller travailler chez Delcourt très prochainement. Donc non, il y a peu de chance. Sur quoi tu travailles? Sur quoi tu travailles actuellement? Je travaille avec Olivier Stenfater qui est là. On a notre petite boîte de production qui s'appelle Comics Bureau. Maintenant, ça commence à devenir une boîte de production de bande dessinée. On fait des sketchbooks et on produit des séries pour des gros éditeurs. Pour l'instant, financièrement, on n'a pas une grande envergure, une grosse surface financière. Mais en revanche, on a plein d'idées. Et on développe ce que les éditeurs ont de moins en moins pour conceptualiser des choses marrantes ou intéressantes. Donc on monte ces projets et on les propose à des éditeurs. Et en ce moment, le gros de notre boulot, c'est une série qui va s'appeler Infinity 8, qu'on a co-imaginé avec Lewis Trondheim. Ça va être 8 bouquins. Lewis Trondheim va co-écrire chaque bouquin avec un co-scénariste différent. Alors parfois c'est juste un co-pitcher. Par exemple, comme Zep a fait un co-pitch avec lui, c'était 2 jours de boulot, de discussion. Et après Lewis écrit tout. Moi je fais le deuxième, donc que j'ai co-écrit avec Lewis, que je vais dessiner. Donc ça c'est mon travail, ça va être mon travail de cette année. Voilà, puis d'autres projets à venir aussi. On viendra en reparler en temps voulu. Vous étiez déjà venu en Espagne, vous? Oui, mais pas dans un cadre comme ça professionnel.
turismo. Moi, c'est la première fois. L'Enfeust, ça a été publié dans d'autres pays? Oui, bien sûr. S'il faut faire la liste, j'aurais du mal. Mais en gros, l'Allemagne, oui, ils sont fidèles depuis longtemps à l'Enfeust. Après, on a eu Pologne, des choses très bizarres comme Afrikaners. Ouais. Et puis d'autres encore comme ça. Mais c'est surtout un succès franco-belge. En partie, c'est parce que le thème est universel, non? Vous avez créé un univers nouveau, vous avez toute la liberté du monde, vous parlez d'histoires qui sont universelles, ça pourrait fonctionner partout dans le monde, non? Oui, parce qu'il y a une compatibilité entre le monde de Troie et notre planète. Il faut savoir que Arleston, le scénariste, a d'abord créé une carte avant d'écrire la première ligne du scénario de l'Enfeust. Et que cette carte qu'il a donc dessinée est très très proche. Elle fonctionne à peu près de la même manière qu'une map monde de notre planète. Et on retrouve des pays... Il l'a dessiné il y a 20 ans. Oui. Et on retrouve d'ailleurs des pays qui ont une forte ressemblance avec des pays connus. On a beau être sur le monde de Troie, on a la Chine. On retrouve l'Afrique dans les trolls à un moment donné. Voilà quoi, l'Europe. Et les séries se baladent dans cette carte. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a qu'une demi-carte parce que ça s'arrête à l'équateur. Donc il y a encore beaucoup de possibilités. Alors on espère qu'il va y avoir d'autres possibilités, d'autres occasions, que vous reveniez ici. Parce qu'on espère qu'il va y avoir un intérêt de la part du public. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose? Ça va être enregistré donc en vidéo. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour le public espagnol? Qui découvre ça. Ouais, et puis, si ça a plu aux Français et aux Belges, ça plaira aux Espagnols. C'est toujours agréable de découvrir aussi une série quand elle est bien avancée, parce qu'on peut manger du livre comme ça, quoi. Très bien, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation ici. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.